Bonjour à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashrafil mursalin. Mes chers confrères, Monsieur Fourard, à toutes les personnes qui nous écoutent, je suis ravie d'être là avec vous pour éclaircir un peu la situation concernant cette pathologie. Il est certes que nous vivons dans une époque où les maladies transmissibles ainsi que les maladies émergentes et les maladies réémergentes et les maladies tropicales constituent des défis majeurs pour le système de santé de par le monde. Et comme l'a si bien souligné Charles Nicholl, un célèbre microbiologiste qui a même reçu le prix Nobel, que les maladies infectieuses, il y en aura toujours. Certaines d'entre elles vont disparaître. Mais le problème, c'est qu'elles vont réapparaître sous un nouveau visage, donc un nouveau tableau. Cette observation, aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au siècle dernier, elle souligne l'importance cruciale de développer une bonne stratégie de prévoyance et de riposte pour tous ces défis que nous rencontrons ces jours-ci. Ce que nous pouvons dire, cette infection est une zoonose virale animale qui est transmise à l'homme. Elle est due à un orthopox virus. Et il faut dire que cette infection, elle est similaire, certes, à la variole humaine, mais elle est moins grave, et c'est ce qui est important, et généralement moins contagieuse, avec une clinique bien définie. Il est donc indispensable de bien connaître les différentes définitions qui vont en découler, c'est dire connaître ce que c'est un cas suspect, un cas probable, un cas confirmé et quand doit-on écarter le diagnostic. C'est la véritable urgence sanitaire de par le monde. Nous vivons une alerte qui a été lancée aussi bien par l'Organisation mondiale de la santé que le CDC Africa, et ce, au mois d'août 2024. Il est certes que ce virus a été identifié la première fois en 1958 chez des singes dans un laboratoire au Danemark et que le premier cas humain, c'était chez un nourrisson en 1970 au Congo. Cette réémergence récente qui fait un réel problème mondial, d'où cette épidémie en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, nous impose d'en faire un diagnostic précocement pour pouvoir contenir cette épidémie. Sont concernés aussi bien les nourrissons, les enfants que les adultes. Elle est grave avec un taux de mortalité qui serait estimé entre 3 à 10. Les modes de transmission sont clairs et bien définis. C'est une transmission zoonotique. Il faut qu'il y ait un contact avec des animaux infectés. C'est surtout les rongeurs que nous incriminons comme les écureuils. La transmission interhumaine, elle peut être à partir d'un contact direct, à partir de lésions cutanées, avec des fluides corporels, à partir de gouttelettes respiratoires ou d'objets ou de linge souillé. Sans oublier qu'il y a un risque materno-fœtal, c'est quand la mère fait l'infection, elle risque de la transmettre à l'enfant. Il y a également, on notifie qu'il y a un risque à partir des contacts étroits lors de rapports sexuels, aussi bien chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, mais également la voie bisexuelle est notamment rapportée. Et en Afrique, on rapporte le mode de transmission intrafamiliale qui a été décrite. Il y a des risques spécifiques. Il faut les rapporter et les noter. C'est qu'il y a des groupes à risque, des enfants, des personnes immunodéprimées et les populations qui sont vulnérables. À partir de cette slide, vous avez un historique des cas qui ont été notifiés jusqu'au 16 août 2024. Vous avez en rouge, c'est les cas qui ont été notifiés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale surtout. Vous avez en rouge tous les cas suspects ou confirmés qui ont été rapportés et en marron, les cas qui sont décédés. Et vous verrez en dehors de la carte
qu'il y a la notification en Europe d'un cas en Suède et d'un cas qui a été notifié également au Pakistan. Quand vous voyez ces chiffres, ils sont un peu alarmants. Le plus important, c'est de pouvoir avoir une bonne stratégie pour faire avoir une bonne riposte. Et pour cela, il faut arriver à contenir cette épidémie. Différentes régions de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest ont été touchées. Nous avons la République démocratique du Congo avec le plus grand nombre. Nous avons le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ainsi que des cas qui ont été notifiés en Afrique du Sud, au Congo, au Libéria et au Cameroun et au Niger. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Les définitions qui sont obligatoires à connaître, à ne pas il ne faut pas se tromper. Il faut savoir que c'est une maladie à déclaration obligatoire et ceci a été notifié depuis le mois de juin 2022. Nous avons la définition d'un cas suspect, c'est-à-dire c'est toute personne qui a un contact avec un cas probable ou confirmé dans les 21 jours précédant l'apparition des signes cliniques ou elle présente une éruption cutanée et ou muqueuse ou elle présente des lymphoadénopathies et pour laquelle, quand je parle, et pour laquelle cette éruption cutanée, les causes courantes aiguës de lésions cutanées n'expliquent pas le tableau clinique. Ça peut être un tableau de varicelle, de rougeole, d'une infection herpétique. Et s'il y a d'autres lésions, comme un molluscum contagiosum, il faut penser à des co-infections qui peuvent être présentes. Ceci est possible. Tout cas suspect nous impose une déclaration obligatoire. Un cas probable, ce sont des éruptions aiguës, inexpliquées, avec des lésions des muqueuses ou une lymphoadénopathie et la notion d'un contact à risque d'un cas probable ou confirmé dans les 21 jours ayant précédé la clinique avec une PCR positive. Déclaration obligatoire également. Un cas confirmé, c'est automatique, il y a la confirmation, la déclaration, elle est faite systématiquement. Mais devant ces définitions, il faut savoir quand il y a lieu d'écarter un diagnostic. C'est devant tous les cas suspects ou probables dont les tests PCR et ou les séquençages sur les liquides, sur les prélèvements de peau, les croûtes sont à résultat négatif. Ces définitions sont à retenir, elles ont toute leur importance dans ce contexte épidémique. Comment y penser? Il y a un ensemble de signes cliniques qui sont bien définis, clairs, devant lesquels nous devons penser à cette infection, tout en sachant qu'elle a une incubation sur une plage peut s'étaler de 5 à 20 jours, avec une moyenne de survenue de 6 à 13 jours. La phase d'invasion, c'est-à-dire là où elle est parlante, elle peut durer de 1 à 5 jours. Elle est caractérisée par la présence de fièvre. Celle-ci peut aller de 38,5 jusqu'à un 39,5. Parfois, des frissons peuvent être rapportés. Il y a un syndrome algique particulier fait de céphalée, de dorsalgie et de myalgie. Et à tout ceci s'accompagne d'une asthénie qui est profonde, une fatigabilité au long cours. À ces signes que nous venons de présenter, il y a ce qu'on appelle l'éruption cutanée. Elle va précéder ou accompagner la fièvre. À partir de cette éruption cutanée, la contagiosité, elle est au max. Cette éruption cutanée peut être constituée de papules qui sont des lésions saillantes palpables au toucher, comme vous le voyez sur la slide. Ça peut être des vésicules avec un soulèvement épidermique à liquide clair de 1 à 2 mm. Ça peut être des pustules avec un soulèvement épidermique ou dermique à liquide trouble. À tous ces signes, parfois, de grande taille, des lésions sont de grande taille, peuvent être accompagnées d'un ensemble d'autres lésions. Ça peut être des lésions à type ombiliqué, central, parfois des lésions nécrotiques,
parfois pseudo-folliculites ou carrément des inflammations périlésionnelles. Et ceci est très bien montré ici sur cette slide avec les différents aspects que l'on peut rencontrer. Ça peut être des pustules ombiliquées entourées d'un halo inflammatoire, comme vous le voyez. Ça peut être des lésions pustuleuses à centre nécrotique. Ça peut être un pseudo-folliculite, comme vous le voyez, ou bien des pustules avec des lésions, des évolutions nécrotiques, comme vous le voyez, cette lésion au niveau d'un organe génital. Ces lésions, ces atteintes, elles peuvent siéger sur tout le corps. Elles débutent le plus souvent au niveau du visage. Elles prennent un aspect très floride dans 95% des cas. La tête également peut être le siège de lésions. On retrouve des lésions au niveau des pommes et des plantes, des pieds, dans 75% des cas du corps, ainsi que le cuir chevelu peuvent être touchés. L'évolution, elle se fait en moyenne sur une dizaine de jours, mais elle peut s'étaler sur 3 à 4 semaines, avec un aspect évolutif, maculo-papuleux, vésicule, pustule et croûte, puis les croûtes tombent. Et il faut qu'il y ait reconstitution d'une peau saine pour qu'on puisse dire ce n'est plus un cas contagieux. Parfois, on peut retrouver un prurite quand il y a quelques lésions. Parfois, et pas plutôt, je dirais, c'est une poussée qui est unique en un seul trait, mais avec possibilité de lésions d'âge différents, ce qui nous porte à avoir des diagnostics différentiels. La guérison, elle se fera en 2 à 4 semaines avec une formation de croûtes qui seront appelées à tomber et elles vont être remplacées par une peau saine. À cette éruption clinique, de type cutané, parfois atteintes des muqueuses peuvent se voir. Elles peuvent être de siège buccal dans 70%, de siège génital dans 30% des cas. Ça peut être une atteinte des conjonctives dans 20% des cas, voire carrément des atteintes anales avec de véritables tableaux d'amite. À ces signes, on peut avoir une des adénopathies, c'est le véritable tableau de lymphadénopathie qui se constitue. Vous voyez, c'est un ensemble de signes. Vous avez de véritables lésions de mpox au visage sur cette slide, atteinte des mains, le revers et le dos des mains, et atteinte au niveau du tronc. Cette infection, malheureusement, d'un côté, elle peut se compliquer, mais heureusement, ce sont des complications moins graves que celles de la variole humaine. Ces complications, elles peuvent être de type cutané quand les lésions sont très florides. Les éléments sont très florides, il y en a plus de sang. On peut avoir des lésions des muqueuses buccales avec une atteinte pharyngée, véritable odynophagie, des atteintes anogénitales hyperalgiques et une balanite avec un phimosis générant des gènes à la miction. On peut avoir des atteintes respiratoires à type de pneumonie, voire des bronchopneumonies. On peut avoir des surinfections cutanées, des tableaux de cellulite, avec des risques de séquelles cutanées. On peut avoir une atteinte oculaire par auto-inoculation avec des kératites. On peut avoir une atteinte neurologique avec de véritables tableaux d'encéphalite, voire de méningoencéphalite, et on peut avoir des tableaux de sepsis. Plus rarement sont notifiés des risques de myocardite ou de troubles digestifs. À cet ensemble de signes, de complications, il faut toujours être vigilant, y penser et rechercher. Mais le problème se pose pour nous, les cliniciens, c'est que devant ces manifestations cutanées, un ensemble de diagnostics peut être évoqué à tort et porté à confusion et tirer une sonnette d'alarme alors que ce n'est pas le cas. Le premier diagnostic que l'on peut évoquer, c'est un tableau de varicelle. Ce sont des éléments qui sont constitués, qui passent par différentes étapes, caractérisés dans leur présentation et leur distribution, nous permettent normalement facilement à révoquer le diagnostic. Les lésions siègent au niveau du cuir chevelu,
puis à la face, puis au tronc et touche les extrémités. Mais pommes et plantes sont respectées. L'aspect, c'est des macules rosées au départ, puis des papules, et en 24 heures, on a des vésicules qui ont un contenu clair, qui est entouré d'un liseré érythémateux. Ces vésicules vont devenir troubles, puis il va s'ombiliquer, Ces lésions vont flétrir, elles vont donner une croûte brunâtre qui va tomber et ensuite laissera place à une dépigmentation transitoire. Donc, s'il vous plaît, faire toujours attention. Ces lésions, elles peuvent être d'aspect chez l'adulte vésiculeuse, bulleuse, pustuleuse, croûteuse et d'âge différent. Faire attention, elles peuvent survenir sur des terrains bien définis, d'immunodépression, donc ne pas poser le diagnostic à tort, mais plutôt penser à une varicelle compliquée sur des terrains particuliers. C'est le cas du premier cas qui a été suspecté dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il faut penser également à la syphilis secondaire, tout en sachant que nous avons une petite recrudescence des cas de syphilis. Elle est caractérisée par des lésions cutanées qui sont très similaires, avec des exanthèmes papuleux du tronc, c'est la deuxième floraison, des syphilides palmaires et plantaires, et on peut avoir des atteintes avec des lésions, des papuleuses au niveau des bourses, des organes génitaux. Un troisième diagnostic qu'il faut facilement évoquer, mais qui a une spécificité, c'est la rougeole. C'est un rash maculo-papuleux avec des signes respiratoires et un signe pathognomonique qu'il faut toujours rechercher, c'est le signe de Koplik qui est caractérisé par un semis de petits éléments blanchâtres au niveau des muqueuses jugales en regard des premières molaires. Et c'est une éruption qui n'est pas du tout vésiculeuse et parfois elle touche mains et pieds. Donc attention, il faut y penser et révoquer le diagnostic devant ce type d'éléments. Maintenant, le quatrième diagnostic, c'est le syndrome pied-main-bouche. Il est spécifique. Pourquoi? Parce qu'il se voit aussi bien chez les enfants que chez l'adulte. Ce sont des éléments qui siègent au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau de la bouche. Elles touchent aussi bien le pharynx, la langue, les joues, notamment le pourtour des ongles, donc les doigts. On peut trouver des éléments au niveau du dos et de la paume des mains et de la plante des pieds et des régions périanales. Donc, y penser pour révoquer le diagnostic devant les éléments spécifiques du mpox. Chez l'adulte, ce sont des lésions qui siègent aussi bien au niveau des pieds, des mains, de la bouche. Ce sont des vésicules typiques, donc faire attention. Un autre diagnostic peut être évoqué. Ce sont les infections herpétiques qui peuvent très bien siéger aussi bien au niveau du visage, du tronc, des doigts, avec des atteintes génitales. Ça peut être un aspect de vésicule ombiliquée, ça peut être carrément des boucliers herpétiques, ou parfois on peut évoquer le diagnostic d'un Capri Julius Berg chez l'adulte avec de multiples lésions croûteuses et jaunâtres. Dans ce cas, les vésicules deviennent des croûtes jaunâtres. Parfois, elles peuvent prendre un aspect hémorragique. On peut avoir d'autres lésions. C'est des aspects de dermatose bulleuse, mais non infectieuse. C'est l'érythème polymorphe que l'on voit souvent chez les enfants, chez les adultes jeunes, ou carrément des tableaux de toxidermie bulleuse, tels que le syndrome de Stevens-Johnson, au décours d'une prise d'une antibiothérapie, ou des lésions de pemphigoïde bulleuse. Devant ces tableaux, on peut penser à tort à ce diagnostic. Toujours, il faut rester clinicien et évaluer l'aspect de ces lésions. On peut avoir également des tableaux de dermatite herpétiforme, de véritables dermatoses. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous toujours, c'est le deuxième cas qui a été suspecté, qui a porté à confusion, c'est devant des lésions de molluscum contagiosum qu'on voit au cours d'une infection virale chronique. Chez des patients, il ne faut pas les confondre
du Mpox virus. Donc, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que toutes les personnes demeurent contagieuses et peuvent transmettre le virus tant que leurs lésions ne sont pas guéries et qu'une nouvelle couche de peau ne s'est pas formée. C'est là la période de contagiosité qu'il faut retenir. Quand y penser, nous l'avons très bien défini. Que faire pour asseoir le diagnostic? Donc, il nous faut un diagnostic virologique. Pour cela, nous devons procéder à des échantillons, donc à des prélèvements qui peuvent se faire aussi bien sur les lésions cutanées par des écouvillons ou des biopsies de vésicules ou de pustules à partir de sang, à partir de fluides et également il ne faut pas oublier que la certitude repose sur la PCR, polymérase chaîne réaction, qui est la méthode de référence pour diagnostiquer l'ADN du virus. Elle est sensible et à spécificité élevée. Son utilisation dans le diagnostic précoce qui est disponible chez nous peut nous permettre de révoquer les différents autres diagnostics, bien que la clinique pour les autres diagnostics différentiels est parlante, elle permet d'asseoir le diagnostic en restant très clinicien. Il faut savoir qu'il faut une précaution lors de la collecte de ces échantillons pour éviter les faux négatifs. Un isolement viral en culture, ce sont des méthodes utilisées pour confirmer les cas dans des laboratoires de référence. Les différents prélèvements que nous pouvons faire en fonction des lésions que nous avons, on peut recourir à des prélèvements cutanés superficiels à l'aide d'écouvillons, des milieux de transport universels, c'est les mêmes que nous utilisions lors de la COVID. Alors là, il faut, quand c'est des lésions, parfois on est tenu d'imbiber avec du sérum physiologique si les lésions sont sèches. Sinon, il faut frotter et gratter pour prélever les cellules ou bien carrément crever et gratter le plancher de la vésicule. Il y a des conditions de transport qu'il faut respecter, comme c'est identifié ici sur cette slide. On peut avoir recours à des biopsies cutanées lors de papules, de vésicules ou de pustules. Pour cela, il nous faut des peaux stériles sans fixateur. Pour cela, on a recours à ce qu'on appelle un punch. On enfonce et on tourne délicatement le punch à biopsie au niveau de la lésion sur 3 à 5 mm. On place la biopsie dans le pot stérile à l'abri de la lumière et on a recours aux moyens de transport à des températures bien précises tout en sachant que nous avons des délais d'acheminement qui peuvent aller jusqu'à 14 jours. On peut avoir des prélèvements de sang total ou des prélèvements de sérum. Pour le sang total, c'est sur des tubes EDTA. Pour les prélèvements de sérum, c'est sur des tubes secs. Et il faut savoir que parfois, il ne faut pas du tout congeler avant la centrifugation, mais plutôt passer à une réfrigération qui est nécessaire avant la centrifugation. D'autres fois, dans d'autres situations, on peut, après une complète coagulation, dans le deuxième prélèvement de sérum, là, on peut, sur une durée bien précise, d'au-delà de 20 minutes, on peut centrifuger et conserver à une température ambiante, soit réfrigérée. Et là, oui, mon cher. Alors, c'est les... Alors, quand nous avons les lésions cutanées, c'est les prélèvements cutanés. Sont réalisables. Alors, il faut savoir que ces prélèvements sont à la portée de tout praticien. Il y a 10. Mais la référence doit se faire dans les hôpitaux de référence. En dehors des hôpitaux de la santé. Bon. Alors, nous pouvons également, en cas d'atteinte oropharyngée, faire des prélèvements de gorge et de bouche avec des écouvillons. Alors, il faut jamais oublier, comme on a rapporté qu'il y a risque de transmission à partir étroit, c'est-à-dire lors de rapports sexuels. Donc, des co-infections par des IST sont possibles. Il faut donc automatiquement
prévoir des prélèvements dès la guérison pour le dépistage des IST, des hépatites virales, la B et la C, de la syphilis et bien sûr, penser à rechercher le gonocoque et le chlamydia. Il y a une possibilité de traitement probabiliste, une antibiothérapie, s'il y a présence de signes en faveur de ces infections suscitées. C'est la mise sous thérapeutique bien précise. On va parler de traitement de par le monde. On rapporte de par l'alerte mondiale qui a été donnée en 2022 qu'il y a des organismes qui ont mis à jour des thérapeutiques. Ils ont mis à jour également la disponibilité d'une vaccination. Cette vaccination, il y a des stocks qui ont été faits aux États-Unis, il y a des stocks également qui sont en Europe, dans certains pays, mais ce que je veux que l'on retienne, et c'est le plus important, c'est les grands principes des soins locaux. Pour les lésions, ne pas toucher et couvrir au mieux ces éruptions quand elles sont très importantes. Il ne faut pas du tout appliquer aucun produit sur la peau, tel que le talc, les crèmes ou les pommades ou les gels. Il y a certains de ces produits qui contiennent des antibiotiques ou un antiviral ou un antiprugineux ou un anesthésique qui risquent de favoriser la survenue d'une surinfection. On conseille des douches quotidiennes ou bi-quotidiennes à l'eau tiède avec un soin lavant dermatologique. Ça peut être un surgras ou bien des huiles de douche. Mais bien rincer, éviter les bains. On évite les crèmes cicatrisantes au début parce qu'elles contiennent du sulfate de cuivre et du sulfate de zinc. Elles ne peuvent être appliquées qu'au stade de croûte uniquement. Il faut penser à appliquer un écran solaire pour éviter la pigmentation des cicatrices et ceci, bien sûr, après la guérison de l'éruption. En cas de prurite, pensez toujours à couper les angles courts et le port de gants éventuels. Il y a de grands principes, c'est les mesures symptomatiques. On a recours à des antihistaminiques s'il y a un prurite gênant, désagréable. On a recours à des antalgiques comme du paracétamol, du tramadol, voire des morphiniques en cas de lésion anale hyperalgique. Mais jamais, jamais au grand jamais des anti-inflammatoires. Toujours avoir en arrière-pensée le risque d'avoir des co-infections. S'il y a un rapport sexuel non protégé qui a été rapporté, ça peut être un chlamydia, un gonocoque, une syphilis, donc des traitements probabilistes si les symptômes sont évocateurs qui seront instaurés à base de la ceftriaxone, de la doxycycline ou de l'extensiline pour traiter ces IST. Je suis claire et pas plus. Il y a des traitements spécifiques, mais non encore disponibles, qui sont discutés au cas par cas et réservés aux patients qui présentent des formes graves de la maladie, et ceci en milieu hospitalier. Il y a un communiqué de presse qui a été fait le 15 août 2024 par National Institute of Health sur les résultats d'un essai qui est en cours d'évaluation préconisons une molécule, un antiviral, qui est le técoviramate, c'est ça, le técovirimate, qui couvre très bien le clade 1, qui est incriminé en Afrique centrale et en Ouest, et donc surtout, il le conseille en République démocratique du Congo. C'est une molécule, c'est un antiviral qui n'a pas d'effet secondaire, qui est bien toléré, mais il n'a été notifié que cette prescription, elle n'a pas montré un gain sur les lésions ou la rapidité de la disparition de ces gains. Mais néanmoins, elle a notifié que le taux de décès dû au mpox est inférieur lorsque les malades sont hospitalisés et en charge. Il y a deux autres molécules qui sont rapportées. Alors, c'est le brincidofovir ainsi que le cidofovir en troisième intention. Ce sont des molécules qui sont rapportées, qui ont des effets secondaires, qui sont hématotoxiques, qui sont à toxicité rénale également, qui ne sont pas encore très utilisées ou pas du tout. Donc, il faut savoir qu'on les a, mais il ne faut pas encore recourir, il n'y a pas assez de recul dans leurs utilisations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des vaccins. Pour ces vaccins, nous en avons deux.
c'est l'Invanex et le Jynneos. Ce sont deux vaccins qui sont disponibles dans les pays européens et aux États-Unis. Ils ont été utilisés à partir de 2022. Ils ont donné une preuve de positivité. Nous avons la vaccination préventive ou pré-exposition dans le cas où c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou quand ils ont de multiples partenaires sexuels et chez les travailleurs et les travailleuses du sexe. Il y a la vaccination post-exposition pour les personnes contacts à risque. C'est pour protéger la population exposée. Donc, on parle plus de la vaccination, de l'immunité contre cette maladie. Bon, C'est important, puisqu'il y a des gens qui sont en train de parler de la population, de l'immunité collective, et en fait, dit la vaccination envers la population. Ce n'est pas le cas pour le. Non, c'est une vaccination précise pour les personnes à risque et à. Donc, c'est des populations bien définies. Le schéma vaccinal est très bien codifié par l'OMS, donc vous l'avez ici, il n'y a pas lieu de le refaire. Il y a une question également qui est importante pour les personnes qui ont bénéficié de la vaccination antivariolique. Est-ce qu'elles sont protégées ou non? Il faut savoir que non, ça a été rapporté qu'il y a un risque de reprise. Donc, un rappel peut être fait chez ces personnes. Voilà. Même l'efficacité. Surtout que ce slide incriminé le 1B, il a différentes variantes. Il en a 4 au nombre. Cette vaccination, donc, elle est indiquée pour les personnes contacts à risque, comme nous l'avons défini au préalable. Donc, c'est toute personne qui a eu un contact physique non protégé avec une peau lésée ou des fluides biologiques d'un cas confirmé symptomatique, quelle que soit la circonstance. Et toute personne ayant eu un contact non protégé à moins de 2 mètres durant 3 heures avec un cas probable ou confirmé symptomatique. Voilà les indications de cette vaccination. Les deux vaccins, les voilà. On n'a pas assez de recul. Ils ont juste un AMM dans les pays qui les ont produits, donc en Europe. Le premier, l'Invanex, est depuis 2013 et le Jynneos qui depuis 2019. Ce sont des vaccins très proches de celui de Bavarian Nordique qui a été fait pour la variole humaine, qui a été réalisé pour la variole humaine. C'est un vaccin, ce sont des vaccins vivants, atténués, non réplificatifs. Il n'y a pas de contre-indication pour ces vaccins, sauf s'il y a une hypersensibilité à l'un des composants du vaccin ou à un résidu présent à l'état de trace pour cette vaccination. Et je pense, j'ai mis un protocole de prise en charge, vous l'avez très bien défini au départ, monsieur le directeur, ainsi que le ministère de la Santé, c'est il faut obligatoirement connaître les différentes définitions, c'est elles qui vont nous permettre de très bien contrer cette épidémie. Il ne faut pas qu'on soit à la risque. Oui, oui, non, ce risque épidémique, effectivement. Donc, il faudra identifier les cas, faire attention aux clusters, faire attention aux sources et avoir des protocoles de prise en charge. Donc, pour le personnel qui va intervenir, il faut avoir une conduite devant un cas suspect, probable et confirmé. Et il faut savoir qu'y a-t-il lieu de faire devant un cas contact. Et bien sûr, le plus important, c'est la notification de tout cas suspect, de tout cas probable, et automatiquement, ce qui est confirmé est obligatoirement déclaré. Et voilà, et j'ai fini. Je vous remercie. C'est tout, en fait, je vous remercie, Dr. Hassan, pour cette communication. Elle est très riche, elle est très importante. Elle a détaillé tout ce qui est en rapport avec la maladie. Maintenant, je pense, avant d'y arriver à parler du système de surveillance, notamment le support d'information, donc je pense qu'on doit vous poser quelques questions. Donc, on ouvre le débat
par rapport au système de surveillance ou bien par rapport au point de surveillance, notamment du point d'entrée.